faut retenir que le changement climatique, c'est toute forme de variation, on va dire, du climat et des conditions météorologiques qu'on voit en général sur le long terme. Sur le long terme, pourquoi? Parce que souvent, les gens, qu'on les appelle donc les sceptiques, quand on les parle donc de changement climatique, ils voient le changement dans l'immédiat. Alors que dans l'immédiat, ça peut paraître, enfin, le climat peut paraître chaud, mais à l'échelle globale, ce n'est pas le cas. Donc, pour un peu étayer les changements climatiques, pour les sceptiques, par exemple, vous prenez le GIEC, donc qui est le groupe interne intergouvernemental sur l'évolution donc du climat. Il y a un des pionniers qui s'appelle Al Gore qui avait donné un peu une métaphore pour expliquer les changements climatiques. Il les définit comme étant, vous prenez donc deux récipients. Un récipient où on a donc de l'eau chaude et un récipient où vous allez mettre le feu, ou donc c'est l'eau tiède. Vous prenez donc une grenouille. Quand vous prenez donc la grenouille et que vous le mettez dans l'eau chaude, la grenouille systématiquement va rebondir, donc va sortir parce que l'eau elle est chaude. Et là, les sceptiques pensent que c'est ça le changement climatique, c'est ça qu'ils attendent pour être d'accord que le climat a changé. Pour expliquer donc la variation sur le long terme, il faudrait mettre la grenouille sur, enfin, dans le récipient à eau tiède et vous allumez donc le feu. La grenouille va s'adapter aux conditions, on va dire, de l'eau, donc qui se chauffe graduellement. Et à chaque fois, la grenouille change, voilà, donc sa température corporelle jusqu'à ce que l'eau devienne chaude et qu'elle ne peut plus bouger et elle meurt. Et donc, ça veut dire que le changement climatique, c'est vraiment sur le long terme qu'il faut voir leurs effets. Et quand vous prenez, par exemple, les scientifiques, voilà, on prend généralement une marge donc de 30 ans pour pouvoir caler les évolutions donc du climat. Les effets les plus courants des changements climatiques, déjà, on va dire à l'échelle mondiale, c'est déjà donc la fonte des glaciers polaires là qu'on voit. Donc, lorsque les glaces fondent, ça va augmenter le niveau de mer et on voit tout ce qui se passe en Occident où vous avez donc la remontée du niveau donc des mers qui va se répercuter, on va dire donc dans les régions et ça cause des problèmes énormes. Vous allez avoir par exemple le raccourcissement, on va dire, d'un certain nombre de spéculations agricoles, par exemple des cultures qui peuvent se développer sous, on va dire, 30 ou 20, 32 ou 20, 35, c'est juste un exemple, degrés, et qu'on voit qu'effectivement, donc, le climat, enfin, la température montée, ça peut souvent raccourcir les cycles, on va dire, végétatifs ou bien le cycle de développement des cultures. On a également une modification, on va dire, donc, du régime pluviométrique. Alors, je vais prendre juste les cas spécifiques du Niger ou bien de manière globale le Sahel. On a de plus en plus la recrudescence des phénomènes extrêmes. Donc, vous allez voir en une seule pluie 100, 130, 120 mm de pluie qui tombent. Et ces pluies-là causent des dégâts énormes. On voit ce qui se passe à Niamey ces dernières années. On a toujours donc des inondations qui sont là. Et ces inondations-là, on peut de manière ou d'une autre les corréler avec les effets néfastes des changements climatiques. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect au Niger, c'est que au même moment où vous allez voir quelques périodes où vous avez des inondations, c'est que souvent, c'est accompagné par des périodes de sécheresse. Et ces périodes donc de sécheresse-là se traduisent effectivement par une baisse considérable des précipitations qui va se répercuter directement sur déjà les productions agro-silvopastorales et les populations n'auront pas effectivement les rendements qu'il faut, les productions qu'il faut pour leur suffisance, on va dire, alimentaire. Donc ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est que quand vous prenez le Niger, donc qui est un pays aux 2 tiers désertique, c'est que quand vous partez un peu dans le nord, vous avez un peu l'avancée donc du désert. Donc la désertification, qui est un phénomène exclusivement des régions arides et semi-arides, se trouve exacerbée par ces changements climatiques-là. On voit une remontée du désert, donc qui va effectivement avoir des conséquences sur les infrastructures déjà routières. Ça peut être des infrastructures effectivement, donc enfin des ménages, les maisons peuvent être englouties par le sable. Vous pouvez avoir par exemple l'ensablement donc des oasis, donc des oasis qui sont un écosystème particulier qu'on retrouve dans ces zones-là et qui sont donc des zones à potentiel agricole ou bien agro- ou sylvo-pastoral. On voit de plus en plus que en termes donc de dégradation des sols, parce que quelque part, il faut se le dire, hein, la dégradation donc des sols au Niger, en dehors de l'action anthropique, c'est-à-dire l'action de l'homme qui dégrade fortement les ressources, c'est que le changement climatique a aussi sa part à jouer.
La résilience face au changement climatique, c'est quand même la perspective, on va dire, la plus idoine hein, donc, à envisager, parce que c'est ça qui va permettre aux populations donc, de faire face à ce choc-là. Alors, comment il faudrait renforcer donc cette résilience-là? Sur le court terme, il faut déjà essayer donc de développer pour les communautés des activités génératrices des revenus. Parce que c'est ça qui va effectivement aider les populations à faire face à tout ce qui est choc, par exemple les inondations, les sécheresses, la baisse de la production agricole, le dépérissement donc du couvert végétal, toutes choses étant égales par ailleurs, des choses qui contribuent justement donc au panier de la mine, enfin au panier ménager donc du monde rural ou du monde enfin urbain de manière assez globale. Donc, ce que j'ai dit, il faudrait renforcer donc leur capacité à pouvoir développer des stratégies qui vont leur permettre d'avoir des revenus et permettre donc de faire face à ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État et ses partenaires doivent adopter ce que moi j'appelle l'approche terroir, essayer donc de regarder à faire des investissements à l'échelle donc du terroir, déjà caractériser tout ce qui est potentiel et contrainte au niveau donc de ces terroirs-là et essayer pour chaque contrainte actionner un projet de développement qui va permettre aux populations donc de faire face. Pour aller un peu beaucoup plus pratique, par exemple, vous partez dans n'importe quel terroir nigérien, les femmes surtout sont en train donc de faire des activités en lien avec le maraîchage. Ce maraîchage-là, donc en zone urbaine et en zone rurale, c'est quelque chose de fondamental qui va permettre justement donc la résilience des femmes parce qu'il faut se le dire, hein, lorsqu'il y a des chocs, ce sont elles malheureusement qui sont, elles et les enfants qui sont les plus touchés par ça. Et donc l'approche terroir va permettre justement de développer un certain nombre donc de projets, d'initiatives et d'activités génératrices donc de revenus pour qu'à l'échelle du ménage on puisse avoir une activité en dehors de l'agriculture parce que il faut se le dire au Niger, vous avez 85 à 92% de la population qui sont agricoles, donc ça veut dire tributaires aux aléas climatiques qui sont déjà capricieux et donc il faudrait aider les populations en dehors de l'activité agricole à avoir d'autres activités de cette nature-là. Par exemple, au Niger, on sait qu'on produit juste 3 mois sur 12. Et ça, c'est une fatalité, donc déjà, sachant que le Niger flotte sur un océan, sachant qu'on peut mobiliser donc des eaux de surface pour faire une production sur toute l'année, donc ça veut dire les productions, enfin les productions donc des contre-saisons qu'on peut développer. Donc ça, c'est un aspect. Un autre aspect, on le voit, hein, ça et là, il y a beaucoup donc de projets avec des partenaires et même l'État hein, qui s'inscrit dans les cadres donc des petits projets donc de microfinance du monde rural ou bien donc des communautés. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Ça me vient à l'idée, il y a ce qu'on appelle l'élevage naisseur. L'élevage naisseur, on le voit que ça prend de plus en plus donc d'ampleur. C'est le fait que avec un partenaire ou bien donc des coopératives puissent s'organiser pour donner des moutons, enfin des animaux à une partie effectivement donc de leurs membres pour qu'ils puissent faire donc de l'embauche et cette embauche là va leur permettre déjà lorsqu'ils vont vendre donc les animaux là d'avoir des revenus mais également répartir une autre partie donc de leurs revenus dans leur coopérative et ça c'est une bonne chose.